Et sans transition, je vais demander à Laurent Follop du port Aropa de nous présenter ses enjeux de multimodalité sur l'axe Seine. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, je pense, oui. Merci en tout cas de me permettre d'intervenir. Je suis Laurent Follop, je suis le directeur commercial et marketing d'Aropa. En effet, comme je suis attentivement les chats qui sont à côté, c'est assez intéressant. Je vois notamment un commentaire de Laurent Perrette que je ne connais pas, mais qui dit si l'on veut développer le fret ferroviaire, une priorité déjà que la maintenance des lignes existantes soit assurée convenablement par SNCF Réseau. C'est important et en fait, ça me fait une transition finalement avec moi, ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. C'est tout le travail en effet de collaboration qu'on peut faire avec aussi SNCF Réseau, par exemple, sur le fait d'inscrire la dimension fret dans le ferroviaire. Il faut se faire sa place aussi, des fois, au niveau du fret dans le ferroviaire, par rapport notamment sur des lignes nous qu'on connaît bien, qui sont la ligne Paris, hein, notamment, qui est un enjeu important aussi, nous, de notre côté, en termes de développement. Et c'est vrai que l'inscription en fait des sillons fret dans la logique SNCF est importante. Et donc, ça me permet de faire cette transition. Alors, je veux bien la slide suivante, si vous me le permettez. On a aussi, chez Aropa, vous imaginez, une ambition forte en matière de multimodalité. Qui se traduit aujourd'hui de la manière suivante. Alors là, on est en tonnage avec en effet des parts modales de 26%. Ils n'ont pas beaucoup évolué ces 2 dernières années, encore moins peut-être en 2020 avec la crise qu'on a connue, pour atteindre 30% en 2025. Alors, comme on a un projet stratégique à 2025, on inscrit ces 30% à cet horizon-là. Mais j'entendais mon collègue de Norling qui disait on a des visions à 2030. Nous aussi, on a des visions à 2030. Et je pense que le gros du sujet se fera sur la période 2025-2030 avec des gros travaux d'infrastructure, notamment, qui va fortement pousser de notre côté la partie fluviale. Et puis des ambitions ferroviaires avec des sillons nouveaux. On l'espère en tout cas sur l'ouest de la France, le centre, mais aussi la région de l'Est. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un enjeu important. On n'a plus vraiment à prouver nos capacités en termes d'accessibilité nautique, hein, on soit tous les plus gros navires au monde. L'enjeu, c'est vraiment notre hinterland et la massification de nos flux. Je fais juste un petit aparté, un zoom sur, puisqu'on a quand même beaucoup un sujet céréalier aujourd'hui. Les céréales, c'est 27% fluvial, 7% ferroviaire. C'est-à-dire plus de, 2 tiers est encore réalisé en routier. Donc, il y a un vrai enjeu de massification, en tout cas, sur nos activités de céréales, sur le port de Rouen, hein, qui, je rappelle, est le premier port exportateur, avec une année record en 2020. Et donc, le sujet de l'enjeu collectif, de l'analyse multifilière et de la massification et de l'optimisation des flux aller-retour est un enjeu extrêmement important. Mais d'abord, je voudrais vous citer, et si je peux avoir le slide d'après, une démarche qui est une démarche assez intéressante qu'on a vécue, qu'on vit toujours sous l'égide du préfet Philizot, qui est là et qui pourra la commenter s'il le souhaite aussi, qui est la démarche fret ferroviaire axe Seine, en fait. Plutôt que vous faire des grands chiffres sur l'ambition, etc., c'est pour vous montrer en effet qu'un travail collectif qui se porte avec des acteurs concernés par l'activité de développement est importante. Et donc, cette démarche qui a été lancée sous l'égide du préfet Philizot en 2014, en fait, nous a amené dans un premier temps à un constat, et le constat qui est de dire pour pouvoir développer la multimodalité, il nous faut d'avant tout des sillons et des sillons robustes et des sillons entretenus. Et c'est important. Et donc, nous avions des contraintes de capacité récurrentes sur notre axe historique entre Paris, Mantes, Rouen et Le Havre, en fait, qui nous impactaient fortement. Et comme la priorité est donnée régulièrement au train de fret voyageurs, nous empêche de nous développer en termes de robustesse et de performance. Pourquoi ? Parce que il y avait des travaux de nuit. Les travaux de nuit, les trains de fret circulent surtout la nuit. Donc évidemment, les travaux étant plutôt positionnés la nuit, nous empêchaient d'avoir de la circulation. Un nombre de sillons voyageurs qui était aussi en hausse par rapport à un flux entre la Normandie et l'Île-de-France. On positionnait les sillons de fret après un positionnement des plages travaux et sillons voyageurs, c'est ce que je viens de dire. Nous avions également, et je vais revenir, des problèmes de redondance de réservation de sillons de fret dus à la concurrence entre les entreprises ferroviaires sur un même contrat, par exemple.
On avait, ça sera un peu moins le cas maintenant puisque le cercle Gisors a été ouvert, un itinéraire alternatif qui était peu performant. Et surtout, on avait aussi, et c'est un peu l'objet de mon intervention, peut-être une difficulté et une absence de connaissance fine des besoins de nos clients chargeurs multifilières, j'insiste là-dessus, en sillon de fret portuaire. Donc, nous étions sur un sujet avec une vraie saturation de cet axe, avec des contraintes réelles en termes de capacité. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Et je veux bien le slide d'après. C'est que en réunissant en fait toutes les compétences, on s'est mis un objectif d'optimiser ce processus de structuration capacitaire et d'inscrire réellement et de sanctuariser l'offre de sillons de fret sur l'axe Seine. Alors, ça, c'est à l'échelle, en effet, de l'axe historique, enfin, le Havre Paris, mais moi, ce que je veux souligner, c'est la démarche qui nous permet de travailler, d'arriver à nos fins. Et donc, on a aussi, notamment, beaucoup travaillé, et c'est un élément, je pense, assez logique, mais avec un entretien conjoint qu'on a pu faire avec SNCF Réseau et Aropa, avec les principaux chargeurs et commissionnaires, ce que je vais appeler plus communément les donneurs d'ordre, ceux qui pilotent la chaîne logistique, en fait, avec la possibilité d'avoir l'expression de leurs besoins avec éventuellement ce qu'on appelle du A-2 ou du A-3, donc avec une vision à 2 et 3 ans. C'est toujours un peu délicat dans ce monde de toujours avoir des visions longues dans un marché qui fluctue énormément, mais ça nous permet quand même aujourd'hui de pouvoir inscrire une évolution et notre projet stratégique en termes de multimodalité grâce à ces interviews qu'on a pu faire de manière croisée. Et donc, on agrège les besoins en matière de sillons, parce qu'on arrive à fiabiliser beaucoup plus la demande. Et donc, on optimise en fait le processus capacitaire et on le rend évidemment plus robuste. Slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est que, et ça nous a permis quand même de construire le projet stratégique de notre processus de fusion, cette vision à 5 ans en termes de multimodalité qui nous amène en effet aux chiffres que je vous ai montrés en termes d'introduction. Donc, on a aujourd'hui une meilleure connaissance des besoins de nos clients. Alors, nos clients, toutes filières, encore une fois, hein, on a des clients aujourd'hui réellement, et moi je peux citer, alors on peut parler des clients des céréales en effet, mais on a aussi, et c'est important, des clients qui ont des stratégies extrêmement importantes en termes en matière environnementale, voire même des filières aujourd'hui, quand vous travaillez sur un appel d'offres, vous passe en priorité dans le choix de la solution, combien vous allez me faire transférer de flux entre un camion et un train, ou entre un camion et une barge. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour certaines filières, par exemple de la cosmétique, de l'agroalimentaire, certaines filières aussi de l'industrie du luxe, par exemple, etc., qui nous amènent à penser que la massification des flux va continuer à évoluer. Donc, on a pu construire un processus capacitaire optimisé. On a pu surtout sauvegarder cette capacité de circulation de train de fret. Et en plus, cerise sur le gâteau, on ouvre l'itinéraire alternatif Serqueux-Gisors depuis le 12 mars, qui nous permet d'avoir de la capacité supplémentaire parce que aussi la demande du fret a été inscrite depuis quelques années à ce titre. Et donc, avec en 2022 un sillon de développement Paris-Le Havre qui sera inséré en journée et donc, encore une fois, une capacité supplémentaire. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup plus là-dessus. C'est une démarche qui est conjointe par les services du préfet Philiseau, une démarche conjointe avec les équipes des SNCF Réseau, une approche business, en fait. Hein. On n'est pas uniquement sur c'est quoi l'infra, comment ça doit se faire, etc. On est sur approche vraiment du business par rapport à la demande client multifilière. Et donc, ça nous permet aussi de devoir pousser en plus cette façon de faire. Et je veux bien le dernier petit slide qui va vous être présenté juste après, qui est de dire quoi? Une fois qu'on a créé les capacités et l'infrastructure, et donc notre enjeu étant d'aller beaucoup plus loin, évidemment, je vous ai parlé de cet exemple de fret ferroviaire axe Seine, mais notre enjeu est avant tout d'élargir notre hinterland sur Aropa pour aller chercher beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus massifiée nos flux, en fait. Et donc là, il y a un enjeu de capacité en termes d'infrastructure, et on rentre aussi, évidemment, mais je vous apprends rien, dans un véritable enjeu de compétitivité. Au-delà du fait qu'il faut bien connaître ses marchés et la demande de ses clients, en effet, pour pouvoir continuer à se développer. Compétitivité, ça passe évidemment par le prix, qui doit rester compétitif, mais ça passe surtout par une notion d'optimisation. Et donc, notre enjeu à nous, c'est aussi de promouvoir ce que je vais appeler la synchromodalité, en fait, hein,
ne surtout pas mettre en concurrence les modes de transport. Hein. C'est pas la route contre le fer ou le fer contre le fleuve. D'ailleurs, je rappelle à ce titre que VNF vient de signer un contrat de partenariat avec SNCF Réseau. C'est juste pour dire que les modes de transport peuvent largement s'assembler dans une logique de multimodalité. Et puis surtout, une réflexion sur le mix produit, puisque généralement, on a souvent des approches très interfilières. La même filière réfléchit à sa filière, mais en même temps, je pense que c'est un enjeu avant tout multifilière. Pour exemple, je m'entretenais ce matin avec notre expert du marché céréalier qui doit nous écouter actuellement et qui me disait aujourd'hui, nous, on a évidemment, on exporte des céréales depuis le port de Rouen, mais par exemple, si on voulait optimiser la chaîne, on serait très intéressé de pouvoir faire du flux retour dans l'importation d'engrais. On fait 2 millions de tonnes d'engrais par an, 30% de ces 2 millions de tonnes sont réalisés en vrac solide. Et évidemment, il y a certainement ce vrac solide qui est plutôt une activité import pourrait se coupler facilement avec une activité export. C'est une démarche conjointe qu'on a aussi discuté avec Intercéréales, le fait de se dire mais pourquoi on n'aurait pas de l'export de céréales en barge ou en train et du retour, au lieu de payer du retour à vide qui influe le prix, notamment d'avoir du retour de flux BTP ou pourquoi pas du flux retour d'engrais. Et ça nous permettrait aussi, dans ce cadre-là, de pouvoir aussi être beaucoup plus compétitif sur un marché extrêmement concurrentiel et notamment d'aller capter des flux complémentaires sur les ports du range nord-européen. Donc, il y a un réel travail d'optimisation et de massification de nos chaînes logistiques dans une réelle logique collective. Encore une fois, je vous parlais de la démarche fret ferroviaire Axe Seine avec SNCF Réseau, mais qu'on va étendre cette année également à à d'autres communautés d'acteurs qui sont partie prenante dans cet enjeu. Je vous ai cité Intercéréales également, avec qui nous portons des réflexions, nos fédérations professionnelles, que ce soit l'agroalimentaire, le BTP, l'industrie du conteneur aussi, hein, c'est important aussi, les armements aussi des flux, c'est important, nos unions portuaires qui représentent le privé. Et donc, à ce titre, je pense que ça doit aussi passer par un partage des bonnes pratiques interrégions. Moi, je pense que, encore une fois, il y a un enjeu national sur cette logique de développer en tout cas la multimodalité en France, et faire en sorte que les chaînes logistiques qui arrivent ou qui partent de la France arrivent et passent par des ports français avant tout, que ce soit les ports du nord de la France ou que ce soit Aropa. Et puis, une dernière chose, c'est que les ports aussi ont un rôle à jouer extrêmement important. Donc, on va appeler l'autorité portuaire aussi est partie prenante de cet enjeu collectif. Moi, j'insiste là-dessus. L'autorité portuaire a aussi un enjeu de développement et de business réellement important. Et donc, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, cette notion d'aller chercher cette compétitivité en passant par la fiabilité des infrastructures, en passant par la massification des flux, en passant par aussi des dispositifs financiers d'incitation à mieux utiliser le fleuve et le fer, et puis en passant par des scénarios d'optimisation entre des flux allés et des flux retour interfilières, et j'insiste là-dessus. C'est certainement l'enjeu de demain qui nous permettra encore une fois de glaner quelques parts de marché sur le sol français. Voilà.